Bien, bonsoir à vous trois. Merci d'avoir accepté mon invitation à débattre autour de la situation au Sénégal. En quelques mots, pour ceux qui ne me connaissent pas, comme pour ceux qui me connaissent, des atomes crochus très forts avec ce pays que j'affectionne particulièrement, qui est le Sénégal. Et comme beaucoup de spectateurs malheureux, j'ai regardé à la télévision ces derniers jours, ces dernières semaines, l'évolution de la crise politique qui secoue le Sénégal de façon quasi sismique, on peut le dire maintenant, puisque malheureusement, on est arrivé à des morts, à 11 morts selon l'opposition, et que je ne conteste pas. Et l'idée pour moi était de rappeler que c'est un pays, ce pays de la Teranga, où les gens savent discuter, où il y a une forte culture politique, une forte culture associative et une forte culture démocratique. Et c'est ce que nous voulons faire vivre ce soir avec mes trois invités que je vais présenter immédiatement. Nous avons d'abord Monsieur Doudou Sidibé, Doudou Sidibé, qui est chercheur en sciences politiques et qui est membre d'un parti politique qui est le DEFCO. Vous me dites si je me trompe, hein, sous votre Oui, contrôle. je suis le président du parti. Et, voilà, et c'est même mieux que ça, c'est le président. Voilà, donc on a un Absolument. président ce soir, c'est Monsieur Doudou Sidibé. Par ailleurs, Voilà. nous avons le docteur Eladji Segagay, qui est sociologue de formation, enseignant à l'université Sorbonne Paris-Nord, qui est membre du PASTEF, et dont on peut dire qu'il est le représentant en France. Je ne me trompe pas en disant cela, Monsieur Gay? Oui, je suis responsable du pôle formation et débat du MONCAP France, du mouvement des cadres de PASTEF France. Merci. Et enfin, notre invité de dernière minute, mais pas le moindre, Ali Batili, qui est lui un spécialiste de la communication politique, pardon, expert de la gestion des collectivités territoriales et qui est membre de la cellule des cadres de la République des valeurs, parti de Tierno Alassane Sall, qui, rappelons-le, a été un ministre de Macky Sall avant de démissionner avant les dernières élections présidentielles. Messieurs, encore une fois, merci d'avoir accepté mon invitation. L'idée pour moi aujourd'hui est de vous permettre de débattre autour de deux questions qui intéressent particulièrement les Africains de façon générale et la diaspora sénégalaise de façon plus particulière, tout autant que les Sénégalais qui sont sur place, autour de la situation du Sénégal actuellement. Et la première question qui se veut volontairement provocante que je voulais vous poser était la suivante. Après une crise économique, une crise sanitaire et désormais une crise politique, peut-on dire que Macky Sall est aujourd'hui considéré comme l'origine de tous les problèmes du Sénégal? Je donne d'abord la parole à Monsieur Doudou Sidibé. Merci beaucoup, Monsieur Osni Mati, de m'avoir donné la parole. Je voudrais, avant de répondre à cette question, tout simplement dire que je suis le président du parti qui s'appelle RPD DEFCO, Rassemblement populaire pour le développement, un parti qui a été créé en 2019 et qui compte bien évoluer sur la scène politique sénégalaise. Maintenant, pour répondre à votre question, je pense qu'on ne peut pas, pour être honnête, parce que moi j'aime bien les débats honnêtes. C'est pas parce que je suis contre quelqu'un que je vais dire que tous les mots sont de sa faute. Non, pas du tout. Je vais essayer de dire les choses objectivement. Certes, il a une responsabilité, d'accord, parce que c'est le président de la République du Sénégal, une grande responsabilité même, mais sur la crise économique avant la pandémie au Sénégal, il y avait quand même une croissance. Voilà, une croissance de 6% et on attendait peut-être 7%. Voilà, la crise sanitaire est arrivée et a aggravé la situation, d'accord, comme dans tous les pays du monde. Okay? Et le Sénégal essaie de se débattre avec les moyens qu'il a. Par contre, la crise politique, moi, c'est là où vraiment je vais quand même un peu indexer la gestion de Macky Sall. Parce que, vu toutes ces contraintes-là, il aurait dû avoir le tact, pour ne pas dire l'intelligence, de bien gérer la situation pour éviter qu'une crise politique de cette nature-là éclate. Parce qu'il y a une accumulation de frustration, d'accord? Parce que les libertés
sont bafoués depuis son élection. On assiste à des arrestations tous azimuts d'hommes politiques, d'opposants notamment, et également d'activistes. Ok, pour un rien, on les amène en prison. Je peux citer Hassan Diouf, Guy Marius Sagna, Karim Gueye. La liste est très longue. Boubacar Seye, etc. Les opposants, Karim Wade, Khalifa Sall, etc. Quelles que soient les raisons, ce qu'on peut noter, c'est que il y a trop d'emprisonnement. Voilà. Et parfois, ce n'est pas justifié. Voilà. Et à côté de tout cela, il y a aussi un élément déclencheur, le non-respect des droits également de M. Ousmane Sonko, parce que Ousmane Sonko a été accusé par une demoiselle. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, mais en tout cas, il faut prendre les formes, il faut respecter ses droits, d'accord? Voilà, parce que c'est un justiciable comme tout le monde, il va aller répondre, il doit aller répondre, mais il faut qu'on passe par la voie normale. Donc, vu tout cela, je me suis dit, je peux me dire qu'il y a une responsabilité de Macky Sall sur certains aspects, et sur d'autres aspects, la responsabilité est moindre parce que c'est une conjoncture qui vient d'ailleurs. Peut-être cette conjoncture a aggravé une situation parce que si on revient un peu sur l'aspect économique, c'est vrai que même s'il y a une croissance, cette croissance ne profite pas entièrement aux Sénégalais. On parle souvent d'une croissance extravertie parce que les entreprises qui font cette croissance sont des entreprises étrangères et rapatrient leurs bénéfices. Voilà. Et au lieu de les investir au Sénégal. Voilà. Donc, ça, il aurait dû renverser la tendance et permettre aux jeunes qui se sont révoltés d'avoir un emploi. Et je dis tout le temps que diriger un pays comme le Sénégal, avec 70% de jeunes, hein, et sur les 70%, 40% sont en âge de travailler, d'accord, et qui n'ont pas de boulot. Et comment on peut diriger un tel pays et dormir avec ses deux oreilles? C'est pas possible. Parce que tôt ou tard, ça va exploser. Et ce que j'ai appelé, et je vais terminer sur ce point-là, la démocratie économique. Le Sénégal n'a pas atteint ce stade de démocratie économique. Et l'absence de démocratie économique, c'est-à-dire des conditions économiques favorables, permettant de profiter de la démocratie politique, n'existe pas encore au Sénégal. Et ça, c'est une menace extrêmement grave. Et on l'a vu avec ce qui s'est passé, hein, le soulèvement des jeunes, bien que, je me répète, l'élément déclencheur, c'est l'arrestation d'Ousmane Sonko, mais c'était un conflit latent, c'est quelque chose qui couvait depuis très 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 longtemps, voilà, et que Macky Sall, s'il savait détecter des signes avant-coureurs, il aurait pu savoir que tôt ou tard, ça allait exploser. Voilà. Je m'en limite là, en attendant d'autres développements au cours du débat. Merci pour cette réponse. Alors, juste un élément que je voulais préciser dès maintenant. J'ai été en contact avec un député pro-Macky Sall avec lequel nous avions convenu qu'il participe, mais pour des raisons que je ne pourrais pas préciser, puisque je n'ai pas eu de ces nouvelles ces dernières heures, ce qui fait que je n'ai pas pu l'avoir avec nous sur ce panel. Sur cette question-là, de façon générale encore, et on rentrera au fur et à mesure dans le détail, j'aimerais bien vous entendre, monsieur docteur Eladji Segagay, sur le rôle politique de Macky Sall dans la crise actuelle. Merci, monsieur Hosni Mati. Donc, je pense que, bon, pour revenir un tout petit peu sur ce que monsieur Sidibé a évoqué tout à l'heure, parce qu'on sait que avec les présidents Senghor et Diouf, Abdou Diouf, bon, surtout avec Abdou Diouf, où il y avait des politiques d'ajustement structurel, c'était la politique du moyen d'État dans les années 80-90. La situation était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Et le président Diouf s'était engagé dans une politique de désengagement de l'État dans tous les domaines, dans le domaine de la santé, de l'éducation, et il y avait des entreprises qui fermaient tout le temps. Donc, et que la jeunesse, c'était un tout petit peu
révolté avec un mépris total de ce régime. Et on se rappelle des paroles de Diouf qui traitait la jeunesse de jeunesse malsaine, bandit de grands chemins. Je pense que c'était à Thiès. Hein. C'était dans une situation vraiment critique, difficile, mais c'est pas pour autant quand même que cette jeunesse-là s'est révoltée contre ce pouvoir, comme on l'a vu actuellement avec Macky Sall. Alors, ce qui fait que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a certains qui veulent, disons, trouver un bouc émissaire à cette crise en disant que bah, bon, c'est la pandémie. Bah, oui, mais partout à travers le monde, il y a la pandémie et tout. Mais c'est pas pour autant que les jeunes se révoltent contre leur gouvernement. Donc, ce qui fait que la particularité au Sénégal, c'est qu'en plus de cette situation, de cette crise qui est plus ou moins difficile, c'est qu'il y a l'instrumentalisation de la justice, hein, comme l'a dit Macky Sall, ce qui fait qu'avec, on l'a vu avec l'affaire de Ousmane Sonko, et qui a été donc bon, un député qu'on a convoqué comme ça, alors qu'on devait d'abord lui enlever son immunité parlementaire, parce qu'avant de convoquer un député, bon là, il y a une procédure à respecter. La procédure était entachée, donc la procédure n'était pas respectée. Et au niveau aussi de l'Assemblée aussi, c'est ce qui était dans la commission ad hoc. Il y a des députés qui avaient démissionné de cette commission-là parce qu'ils jugeaient qu'effectivement, on était en train donc de bafouer les règles les plus élémentaires de cette assemblée-là. On se rappelle, c'est une assemblée plus ou moins mécanique, c'est-à-dire qu'il y a il y a le pouvoir de la majorité. Donc, ce que j'appelle une tyrannie de la majorité, parce que c'est la majorité qui dicte sa loi. Donc, ce qui fait que... alors, en plus de ça aussi, Macky Sall, bon, on le sait très bien avec l'affaire de Khalifa Sall, de Karim Wade, qu'il a fait exiler, Khalifa Sall, qu'il a effectivement envoyé en tôle pour, comment dirais-je, pour des raisons politiques et tout. Donc, même si la procédure a été contestée par la CEDEAO, hein, mais tout ça, Macky Sall a fermé les yeux sur tout ça. Et la goutte d'eau qui avait débordé le vase, effectivement, c'est avec l'affaire d'Ousmane Sonko. On se disait, ben, on va l'envoyer sûrement à l'abattoir, comme on l'a fait avec Karim Wade et, comment dirais-je, et Khalifa Sall. Voilà. Donc, ce qui fait que, c'est ce qui a fait que cette jeunesse-là, qui a su, à un certain moment, traverser le désert, parfois l'océan Atlantique, et où on se retrouve avec des centaines et des centaines de morts, et qui ont été totalement ignorés par l'État. Je me rappelle à l'époque, mais le discours qu'on nous avait servi, c'est que ben, ces jeunes-là, ils se lancent dans l'aventure à l'immigration parce que tout simplement, c'est des jeunes qui sont animés par le prestige social, ce qui est totalement faux, parce que c'est des jeunes qui ne trouvent pas d'emploi, qui ont des problèmes, comment dirais-je, sont confrontés à des conditions de précarité très difficiles, qui sont, disons, qui sont qui vivent ce que je qualifie en termes sociologiques de fardeau d'être tout le monde. Le fardeau d'être tout le monde, c'est lorsque les jeunes eux-mêmes prennent conscience qu'ils sont responsables du problème de leur famille parce qu'ils sont incapables d'aider leur famille, ils sont spectateurs de la souffrance de leurs parents, de leurs frères, de leurs sœurs. Donc finalement, avec ce fardeau-là, ils vont emprunter donc la voie de l'Atlantique, pardon, avec le concept de Barça ou Barza. C'est pourquoi le président Ousmane Sonko, étant conscient de ce phénomène, il a eu à parcourir un tout petit peu les quartiers lébous, hein, qui ont une tradition de la pêche, pour essayer de les conscientiser en leur disant, mais écoutez, ben, ce n'est pas, je pense que c'est pas une bonne stratégie de mourir comme ça au large des océans Atlantiques parce que voilà, vous voulez, on vous présente l'Europe comme l'Eldorado, mais
si effectivement vous voulez protester, vous voulez, comment dirais-je, contester ce régime, vous voulez donc vous battre contre cette injustice, il faut rester ici dans votre pays pour vous battre contre au lieu de prendre la voie de l'immigration clandestine. Donc, ce qui fait que c'est cette jeunesse-là, cette même jeunesse, qui aujourd'hui se révolte contre l'injustice, contre l'instrumentalisation de l'injustice, et contre aussi leur précarité de conditions donc de vie. Donc, ce qui fait que ce phénomène-là, c'est un phénomène qu'on peut analyser du point de vue dans plusieurs secteurs, multifactoriels, parce que c'est lié donc à, disons, à une recherche donc de l'équité, d'égalité de droit devant la justice. C'est aussi pour chercher donc de meilleures conditions de vie économique. Donc, j'ai aussi protesté contre un État, un régime qui, si on le retient pas, donc va tout simplement vers la dérive. Donc, je pense que c'est tous ces éléments-là qu'on doit prendre en considération au lieu de se dire que bon, c'est le contexte Covid qui a fait que voilà, cette révolte-là s'est déclenchée. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire pour le moment concernant votre question. Merci. Je vous remercie. Ali Batili, votre avis sur cette question Merci beaucoup, Monsieur Mati. Tout d'abord, vous me permettrez d'adresser mes salutations les plus chaleureuses à mes deux co-débatteurs, notamment Monsieur Doudou Sidibé et Monsieur Gueye. Et puis, à travers cette tribune que vous nous offrez pour nous exprimer sur la question sénégalaise, la République des valeurs, que je représente ici, je voudrais aussi également adresser mes salutations à la population sénégalaise. Je voudrais également, au nom du président Thierno Alassane Sall et de la République des valeurs, adresser une pensée très émue aux familles qui ont perdu des êtres chers durant ces événements qui viennent de se passer au Sénégal. Nous nous inclinons devant leur mémoire et on a une pensée très, très, très pieuse pour ces familles-là. Alors, une fois qu'on a dit ça, nous, dans la première question que vous nous posez, clairement, ça a rapport avec ce qui vient de se passer au Sénégal, les quelques jours que nous venons de dépasser. C'est est-ce que le seul responsable est le président Macky Sall? Moi, non, parce qu'il faut être honnêtement, intellectuellement honnête. Il ne peut pas être responsable de tous les maux du Sénégal. Mais il en a une énorme part de responsabilité. Parce que nous avons, les Sénégalais, ce que dit les derniers résultats des élections présidentielles de 2019, 58% des Sénégalais lui ont confié le destin de ces pays-là, lui ont confié leur destin. Et donc, moi, je pense que le président Macky Sall n'a pas pu donner une orientation claire ou une vision claire de ce qu'il veut faire du destin de ces 58% de Sénégalais et de l'ensemble des Sénégalais en général. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cette crise, mes deux co-débatteurs qui m'ont précédé l'ont dit. Les gens ne sont pas sortis dans la rue parce que ils ont une foi inébranlable en la personne de Ousmane Sonko. Les gens ne sont pas sortis dans la rue parce qu'ils ont une détestation profonde en la personne de Macky Sall. Il faut qu'on soit clair. Ça, c'est clair et net. Une fois qu'on a dit ça, nous, la République des valeurs, on s'exprime dans le cadre de ce qu'on dit, parce qu'on appelle aux valeurs. Je pense que c'est ce qu'on a perdu aujourd'hui au Sénégal. Donc, quand je dis ça, c'est pour aussi mettre les choses au clair. Nous n'avons pas d'adversaire dans l'opposition politique sénégalaise aujourd'hui. Notre adversaire seul et unique, c'est le président de la République Macky Sall et son parti, l'APR, et sa mouvance, le Benno Bokk Yakaar, et l'ensemble de la majorité présidentielle. Ça, il faut que ce soit clair et net. Mais il y a des valeurs sur lesquelles nous ne transigeons pas, que ça vienne de la propre opposition, que je le répète encore, où on n'a pas d'adversaire dedans. Macky Sall n'est pas notre ennemi, c'est notre adversaire politique. Et on n'a pas d'adversaire dans l'opposition. Il y a des valeurs sur lesquelles nous ne transigeons pas, je disais tout à l'heure, ce sont les valeurs de la République. Parce que cette République, elle a des fondements. Une République qui a une justice qui est presque à terre,
Je crois que ce n'est plus une république. Une république qui a une justice instrumentalisée n'est plus une république. Une république qui n'est pas en capacité de donner à manger à ses enfants n'est plus une république. Une république qui n'est pas en capacité d'être juste avec tous les citoyens, qui qu'on soit, que l'on soit les Sénégalais de l'élite, que l'on soit le Sénégalais lambda ou que l'on soit le Sénégalais du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, si la justice n'est pas en capacité de porter ce flambeau-là et d'être juste dans la balance, nous n'avons plus de république. Parce que c'est un des fondamentaux essentiels d'une république. Et donc, nous, dans ces valeurs-là, on rappelle aux valeurs de la vertu. On rappelle aux valeurs du respect des institutions. Et donc, Macky Sall, sa responsabilité dans cette cocotte minute qui a explosé, permettez-moi l'expression, c'est une cocotte minute qui était fermée et qui a explosé. L'élément détonateur principal, bien évidemment, c'est l'incarcération, la garde à vue de Ousmane Sonko, président de PASTEF. Mais ne soyons pas dupes. Quand, au premier mandat de Macky Sall, il va faire plutôt de la politique politicienne ou des tambouilles politiques le marqueur de son mandat, pardonnez-moi, les Sénégalais gardent cela en mémoire, même s'ils ne l'expliquent pas tout de suite. Quand il nous explique, ou bien il ne l'explique même pas, ça j'y viendrai, quand il envoie des signaux qui disent que les anciens gestionnaires du régime qui sont tombés dans l'opposition après son arrivée au pouvoir, quand ils acceptent de faire ce qu'on appelle de la transhumance politique. La transhumance, on sait que cette expression-là est utilisée pour les troupeaux, les animaux. Pardon de l'utiliser avec les politiques, mais c'est ainsi. On n'y peut rien, c'est comme ça. Quand ils acceptent de faire de la transhumance politique vers le parti au pouvoir, ils sont protégés par la justice, ou s'ils avaient maille à faire avec la justice, le dossier n'est plus, comme par hasard, sur la table du procureur de la République. Quand le président Macky Sall, on se dirige vers les élections présidentielles de 2019 sans pour autant avoir la preuve matérielle ou technique, toute la population sénégalaise avait le ressenti que techniquement, son gouvernement et son ministre de l'Intérieur qui organisait les élections, je le cite, Aly Ngouille Ndiaye, avaient mis en place une solution qui les arrangeait eux et qui permettait à l'ensemble de la jeunesse, qui ne permettait pas plutôt à l'ensemble de la jeunesse de pouvoir disposer de leurs cartes électorales. Et donc, les cartes de fait, un grand pan de notre nation dans ces joutes électorales-là, qui ne peut pas s'exprimer. C'est gardé par les populations sénégalaises. On arrive à l'accession à la magistrature suprême de Macky Sall. On voit des Sénégalais de bon teint comme vous et moi, Monsieur Mati, vous m'excuserez, qui deviennent du jour au lendemain des multimilliardaires. Moi, pardonnez-moi, je vis dans ce pays depuis plus d'une vingtaine d'années. Je suis encarté dans un parti politique dans ce pays. Je suis régulièrement et quotidiennement la politique française. Je n'ai pas vu quelqu'un qui est arrivé en politique, qui s'est enrichi, qui est devenu milliardaire en euros ici en France en quelques semaines. Ça aussi, ça reste dans l'esprit des Sénégalais. Quand on arrive au 31 décembre, le discours à la nation du président de la République, il dit, je le cite explicitement, moi, le président de la République, j'ai des dossiers dans mon bureau que les organes de contrôle détiennent, qui me l'ont donné. Et puisque c'est moi qui décide, le procureur de la République entame des poursuites judiciaires. Je demande à ce que les poursuites judiciaires s'arrêtent parce que ces personnes qui sont visées sont des personnes qui ne sont pas en capacité, que moi, le président de la République, je ne suis pas en capacité de laisser la justice faire son travail et de les traduire devant la justice sénégalaise. Mais on vit où? Donc, il crée de fait deux types de Sénégalais. Un Sénégalais justiciable et un Sénégalais non justiciable. Mais comment vous ne voulez pas que la majeure partie de la population sénégalaise ait ce ressenti-là vis-à-vis de notre justice? Et donc, en disant ça, je ne dis pas que l'ensemble de l'institution judiciaire est corrompu ou l'ensemble de l'institution judiciaire ne fait pas son travail comme il le faut. Mais, excusez du peu, mais quand le président de la République dit ça, cela signifie que cette perception que les Sénégalais ont de sa manière d'instrumentaliser la justice n'est plus une perception, c'est une réalité, parce qu'il l'a dit lui-même. Et donc, tout cela réuni, on arrive à ce que M. Ousmane Sonko, avec les détails de l'affaire dans lesquels je ne rentrerai pas, parce que je pense que ce n'est pas le but du débat aujourd'hui, est accusé de viol et de menace de mort.
Bon, la théorie du complot est brandie par M. Ousmane Sonko. Évidemment, avec tout cela, il fallait s'attendre que l'élément déclencheur allait être celui-ci, malheureusement. Et donc, Macky Sall n'est pas responsable à 100% de ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui. Quand je viens sur le plan économique, il l'a dit, M. Doudou Sidibé, il l'a dit, M. Gueye, l'économie aujourd'hui n'est pas qu'un problème au Sénégal. On l'a vu en France aujourd'hui. L'économie, là, en 2020 qu'on sort, elle est en berne. Et l'économie aux États-Unis, elle est en berne. En Chine, c'est pareil. Dans toutes les grandes nations, c'est pareil. Donc, c'est pas le Sénégal qui fera face, avec ses maigres moyens, face à cette pandémie mondiale. La gestion de la pandémie, même en elle-même, quand on a mis au Sénégal le programme Force Covid et que tous les Sénégalais ont mis la main à la pâte et ont amené leur force à la bataille, on a vu comment cette manne financière a été distribuée aux populations et donc a été confiée à des gens qui font partie du régime au lieu de le confier aux personnes neutres. Donc tout cela réuni, évidemment que c'était la cocotte minute. Voilà pourquoi on a passé ces événements-là. Mais Macky Sall en a une grande part de responsabilité. Et nous, aujourd'hui, notre solution, elle existe. Et ce qu'on veut, c'est d'arriver aux responsabilités et de pouvoir changer tout ça. Vous m'excuserez, ça a été long, mais c'est le début de mon propos. Merci. Très bien. Alors, il y a quand même une question qui est sous-jacente à tout ce que je viens d'entendre, que dans les propos des uns comme des autres, en tout cas de vous trois, bien évidemment, c'est la question de l'indépendance de la justice et cette question des dossiers. Moi, en tant qu'avocat, évidemment, ça me pose question. On sait qu'il y a un niveau de corruption qui est très développé en Afrique. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, on sait que, et c'est un secret pour personne, il y a beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz qui ont été découverts au large des côtes sénégalaises. Est-ce que cette nouvelle donne économique a ou peut expliquer les conséquences d'une dérive du pouvoir dans son rapport aux institutions démocratiques, comme dans son rapport à la justice, dont on peut toujours, indépendamment de ce président-là ou d'un autre, ou dans d'autres pays africains malheureusement, poser la question de l'indépendance. J'aimerais bien avoir la réponse de M. Segagay pour commencer. Bon, là, ça pose, je pense, le problème de la souveraineté. Hein. Bon, je profite pour aussi présenter mes condoléances à l'ensemble des familles qui ont été, comment dirais-je, éprouvés, hein, qui sont retrouvés avec des enfants qui sont décédés avec cette révolte, hein, ce que je qualifie de révolte. Alors, concernant cette question-là, je pense que ça pose effectivement le problème de la souveraineté économique, parce que on sait que bon, le fait même qu'un des ministres de Macky Sall a pu démissionner, je pense que c'est Thierno Alassane Sall, hein, le président de la République des valeurs. Hein, je pense que ce problème-là était aussi, si je ne me trompe pas, hein, peut-être M. Bakeli reviendra sur ça, était au cœur quand même de sa démission. Il a même écrit un livre sur ça. Le fait que Total s'est taillé la part du lion, hein, alors qu'il y avait d'autres concurrents. Celui qui est venu en dernier lieu s'est permis de se tailler la part du lion et qu'on puisse exiger à cette personnalité qui est Thierno Alassane Sall d'être un simple bouton pour appuyer, disons, la demande de Total. Donc, ce qui a fait que aussi ça a créé une frustration par rapport à ça. À l'époque même, moi-même, j'avais écrit un article sur ça. Donc, parce que on se dit que une situation de cette nature, normalement, ça pose le problème quand même de la souveraineté économique. En plus de ça aussi, il y a le fait que les ressources sont plus ou moins, ne sont pas, il y a un manque de transparence totale concernant la gestion quand même de ces ressources pétrolières et gazières. Il y a ce problème-là. Et deuxièmement, est-ce que derrière, il y a des forces occultes
comme veut nous le faire comprendre le ministre de l'Intérieur, qui a parlé de forces occultes, disons, de terroristes, voilà. Donc, moi, je suis en déphasage total avec ce discours-là, qui est un discours à charge contre tout simplement les jeunes. Et le ministre aussi de la Justice qui parle aussi du fait que tout simplement parce que il n'y a pas d'activité de lutte, que ces lutteurs-là se sont transformés en jeunes, comment dirais-je, qui sont révoltés, voilà, bah, c'est ce qui explique ce phénomène. Donc, ce qui fait qu'ils n'ont pas une très bonne lecture de la situation. Et je pense que la bonne lecture serait de se dire que effectivement il y a un réel problème, il y a une demande, il y a un message clair qui nous a été adressé, hein, au lieu donc de se poser et d'avoir donc une réponse très claire par rapport à ce message-là, que de nous, comment dirais-je, endormir avec ces discours qui sont plus ou moins politiciens. Et je pense que même le fait que les jeunes, bon, certains jeunes, ils ont saccagé hein, des enseignes telles que Total, Auchan, et pour s'approvisionner en nourriture. Parce que bon, on sait que bon, dans une foule est toujours inconsciente. Une foule n'a pas d'âme. Une foule est dépourvue d'âme. Donc, ce qui fait que ça s'explique. Il suffit qu'il y ait quelques personnes qui sont en manque de lucidité parce que ça pose le problème d'endormissement de la personnalité lucide. Quand on est dans une foule et que cette foule n'est pas encadrée, il n'y a pas de consigne, il n'y a rien du tout. Donc, ce qui fait qu'il y a cette inconscience-là collective qui fait qu'il peut y avoir à tout moment des débordements, voilà. C'est pas pour rassurez-moi, excusez-moi, je vous interromps, juste, mais rassurez-moi, enfin, vous sous-entendez pas pour autant que malgré cette inconscience collective dont vous parlez, qu'il y a forcément, enfin, qu'il en découlerait, là c'est le juriste qui parle, une responsabilité pénale par rapport à un certain nombre d'exactions qui ont pu être faites contre des biens et des personnes. Oui, c'est-à-dire que ça c'est à condamner, le fait de s'en prendre à des biens matériels, comment dire, de brûler des maisons, voilà, ça, il y a personne qui peut cautionner ça. Donc là, j'essaie tout simplement d'expliquer l'état d'âme de ces jeunes qui ont eu effectivement à faire ces saccages-là. Donc, c'est pas pour justifier ce fait-là. Et c'est pour dire que c'est pas, il y a certains même qui posaient la problématique de savoir si c'est un sentiment d'anti-français. Non, ce n'est pas un sentiment d'anti-français qui se développe, c'est pas ça. Et il n'y a aucun Français qui a été blessé, qui a été pris à partie par rapport à ces événements-là. Mais c'est tout simplement, ça peut être comme un message, peut-être. Est-ce que ce message a été peut-être mal adressé à l'État en se disant que bon, comme vous négociez mal nos ressources en complicité peut-être avec des entreprises, donc le message qu'on doit vous adresser, c'est ce message-là. Après, est-ce que donc c'est un bon message ou pas? Ça aussi, c'est une question que je me pose. Comment fallait-il s'adresser donc à l'État par rapport lorsqu'il s'attaque à ces enseignes-là? Donc peut-être il y avait une autre manière de le faire que de prendre à partie ces enseignes-là. Après moi, des forces occultes extérieures qui veulent déstabiliser l'État, cette hypothèse-là, donc cette affirmation même, je dirais, parce que c'est le ministre de l'Intérieur qui a fait cette affirmation, là, je ne partage pas du tout donc cette analyse. Donc moi, je pense que c'est des problèmes qui sont actuellement, on est en train effectivement de voir comment ensemble résoudre ces problèmes-là avec le rôle des marabouts qui ont joué aussi un rôle considérable parce qu'on considère que chez nous, les guides religieux jouent un rôle de régulateur social. Donc, ils sont en train effectivement de le jouer. Mais de l'autre part, aussi au niveau de l'opposition, il y a quand même certaines exigences. Il y a un mémorandum qui a été déposé pour réclamer qu'il y ait plus de justice, plus parce que c'est l'injustice qui crée aussi cette révolte. Donc, ce qui fait que
Il y a tous ces aspects-là. Merci. Alors, Doudou Sidibé, j'ai une question pour vous. Du point de vue du développement économique du Sénégal, pour parler un peu basiquement, excusez-moi l'expression, mais aujourd'hui, bon, on parlait tout à l'heure de Total qui s'était taillé la part du lion. Aujourd'hui, en fait, il y a un gros gâteau pour être dans l'image. Il y a un gros gâteau à se partager. Le Sénégal est à l'aube d'un développement économique important. Si la jeunesse s'est mobilisée aujourd'hui, c'est aussi peut-être parce qu'elle considère que rien n'est fait pour que ce soit partagé et que cela bénéficie au plus grand nombre. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le Sénégal, outre des attitudes individuelles de certains hommes politiques, on parle de faillite de l'élite sénégalaise, qu'est-ce qui empêche le Sénégal de faire bénéficier de ses richesses au plus grand nombre de ses compatriotes? Bon, tout d'abord, je commencerai par dire que je condamne fermement les violences qui ont eu lieu, que ce soit des violences venant de l'État sénégalais à travers sa police, que ce soit également des violences venant de certains pilleurs qui ont infiltré probablement des gens qui manifestaient leur colère et qui voulaient juste se faire entendre. Et par-delà également, présenter toutes mes condoléances aux familles éplorées et à tous les Sénégalais. Et pour répondre à votre question, d'abord, de quelles ressources il s'agit? Est-ce que vous voulez parler des ressources actuelles du Sénégal, issues de quelques ressources naturelles connues, hein, comme l'or de Sabodola, comme le zircon, comme le phosphate, ou vous parlez des ressources pétrolières qui vont arriver? Je pense qu'il faut bien situer le débat. Les deux, tout simplement. Les deux. Oui, parce que pourquoi je compte différencier les deux? Parce que pour ces ressources, pour l'instant, moi, je n'ai jamais entendu ni le gouvernement, ni quelqu'un qui est proche d'un gouvernement précédent ou actuel parler de ces ressources-là, de nous dire nous avons tiré tant de profit de ces ressources, de l'or de Sabodola ou du phosphate ou de zircon, et c'est comme cela que nous comptons en faire profiter les Sénégalais. Donc, ça, c'est un problème déjà. Voilà. Et ça ne présage pas, hein, c'est un passé qui ne présage pas d'une bonne gestion des ressources futures. Voilà. Parce que ce qui s'est passé avec les violences, si toutefois le régime de Macky Sall ou un autre régime ne pense pas à faire profiter les Sénégalais du Sénégal profond, de ses ressources, il y aura des événements beaucoup plus graves. Parce que il y a quelqu'un qui s'appelle Alfred Plummer, qui dit raw materials, were materials. Partout où il y a des ressources naturelles qui ne sont pas bien gérées, il peut y avoir la guerre. Voilà. Donc, pour moi, la meilleure façon de gérer ces ressources naturelles, c'est de se dire, nous allons allouer un certain pourcentage, peut-être 60%, aux collectivités locales, dans le budget des collectivités locales. Et les 40% vont alimenter le budget de l'État pour les grands projets, etc. Mais les 60% répartis dans toutes les collectivités locales, les petites mairies, départements, etc. du Sénégal, si on construit même une maison des jeunes, un stade ou une bibliothèque, etc., les Sénégalais de ces localités-là vont en bénéficier directement. Pour moi, c'est mieux que de construire des infrastructures qui sont seulement à Dakar, hein, et que celui qui est à Khombol ou à Fongolemi, qui ne vient jamais à Dakar, ne pourra pas en profiter. Ça reste pour les Dakarois. Et je pense que c'est le modèle jusque-là pratiqué par les gouvernants et principalement Macky Sall. Voilà. Donc, obligé, bien sûr, même si elles sont maigres pour l'instant, on doit les partager aux Sénégalais. Hein, et que souvent, je me dis, il y a des Sénégalais
qui naissent au Sénégal et qui meurent au Sénégal et qui n'ont jamais eu de lien avec l'État. Je m'explique. Ils sont dans des zones où l'État n'est pas représenté. Le représentant de l'État n'y va jamais. D'accord? Il ne paye pas d'impôts parce que peut-être il n'a pas assez de revenus pour payer des impôts. Il n'a pas de retour de l'État, c'est-à-dire l'État n'investit pas sur lui parce que peut-être même dans sa zone, il n'y a pas d'école. D'accord? Pas d'école. Ce sont des abris provisoires construits par des immigrés qui sont à l'étranger. Le dispensaire a été construit par des immigrés, etc. Donc, celui-là ne connaît pas l'État, l'État ne le connaît pas. Ça, c'est inadmissible pour une population de 16 millions d'habitants. Aux États-Unis, c'est 300 et quelques millions, mais on connaît tous les Américains. Et on s'occupe d'une manière ou d'une autre de tous les Américains. Voilà. Mais au Sénégal, non. Il y en a qui n'ont même pas d'extrait de naissance. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas inscrits à l'état civil. Et c'est une bonne partie. Une bonne partie. Et au moment de faire l'examen d'entrée en sixième, ils se rendent compte qu'ils sont inscrits nulle part. Ils ne sont pas connus par leur État. Mais si vous ne connaissez pas quelqu'un, comment vous pouvez répartir des ressources et espérer que cette personne pourrait recevoir sa part d'une manière ou d'une autre? C'est pas possible. Donc, pour moi, la première chose à faire déjà, c'est que l'État prenne au sérieux le recensement, les données. Les données, c'est extrêmement important. Voilà. C'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant data, les données. Voilà. Les données, ces données démographiques, les données par rapport à l'âge des jeunes, combien de jeunes on a, et combien d'enfants naissent au Sénégal, combien décèdent, etc. Et combien sont malades et de quelle maladie, cancer ou coronavirus ou autre. Avoir des statistiques fiables qui permettraient de faire des politiques en se disant j'ai tant de ressources, elles sont maigres pour l'instant, mais chacun aura 2 francs. Voilà, c'est ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, que les gens ressentent que ce sont des Sénégalais à part entière et qui mériteraient également, comme tout le monde, de profiter de ces ressources. Et tout à l'heure, vous avez parlé également de la justice en faisant un lien avec les ressources. Bon, moi, le lien apparent que je vois avec l'indépendance de la justice, la corruption, les ressources, etc., c'est que, à un moment donné, le frère du président de la République, Aliou Sall, était accusé d'avoir reçu de l'argent, voilà, de quelqu'un qui a signé un contrat avec l'État, Franck Timis, etc. On s'attendait à ce que la justice clarifie ce point-là. Voilà. Mais la meilleure façon d'enterrer une affaire, c'est d'ouvrir une commission d'enquête ou des choses de ce genre. Voilà. C'est une façon de maîtriser l'affaire et de demander à tout le monde de témoigner pour savoir si les gens ont de vraies informations. Et si ce sont de vraies informations, on va savoir comment les étouffer, comment les cacher. Et s'il n'y a pas de vraies informations, on dit circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Mais la justice devait aller jusqu'au bout pour savoir qu'est-ce qu'il en est réellement. Mais tout ce que je sais en tant que professeur de négociation, qui a eu l'occasion de former des négociateurs dans les plus grandes écoles comme l'ENA, comme l'ESSEC, comme l'école de guerre, je sais que l'État souvent négocie mal. Pourquoi l'État négocie mal? Parce que les négociateurs qui sont en face sont aguerris. Vraiment, c'est d'excellents négociateurs. C'est leur métier. Et vous mettez des fonctionnaires en face qui négocient occasionnellement. Mais ils se font bouffer très rapidement. Voilà. Parce que c'est pas leur job quotidien. Et bon, je vais pas parler de cette fois-ci, je vais pas être très généreux parce que j'ai une idée, je vais garder ça quand je serai président, je vais l'appliquer. Parce que souvent, quand tu dis des choses, les gens pourraient vous l'appliquer, vous l'appliquer, mais je vais pas le dire. Mais j'ai une idée géniale pour régler ce problème-là parce que c'est mon métier. Voilà. Mais juste, c'est pour dire que, voilà, de ce point de vue-là, l'État négocie pas bien et nous sommes dans un monde de négociation. Ça sert à rien de fermer les frontières,
ça sert à rien de chasser des investisseurs parce qu'on ne sait pas gérer son intérêt. Non, il faut savoir négocier, les attirer jusqu'à ce qu'il arrive et après les enfermer, négocier et gagner le maximum possible. Voilà. Donc voilà ce que je pourrais dire de cette question. Ali Batili, Tierno Alassane Sall, il a mal négocié au moment de l'attribution du marché public. Comment ça s'est passé? Pourquoi il a démissionné? Excusez-moi un peu la provocation de la question, mais en même temps, s'il a démissionné, ça voulait dire quelque chose, je pense. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'attribution des marchés, qui pour moi est symptomatique du rapport de force, justement, que l'État sénégalais a avec les opérateurs économiques? Pourquoi cette démission? Qu'est-ce qu'elle signifie? Ce qui nous permettra de passer à la deuxième partie de ce débat. Alors, vous me permettrez d'abord, avant de répondre à cette question, parce qu'une démission n'est pas un acte anodin venant de ministre de la République, donc vous me permettrez, avant de répondre à cette question, à vous inviter, si vous ne l'avez pas fait, et je suis presque sûr que c'est déjà fait, j'ai fait que de la répétition, à avoir dans votre bibliothèque ce bouquin. Alors, le protocole la publicité est passée. De toute façon, j'ai le bouquin et voilà, j'ai lu une bonne partie. Peut-être pour Osni, mais c'est un bon bouquin, je peux l'affirmer. Je me doutais un peu que vous l'avez lu tous les quatre. Alors, ça, c'était la partie publicitaire que je me suis permis sans payer. Mais pour être plus sérieux, pour revenir plus sérieusement à la question, je disais tout à l'heure, la démission d'un ministre de la République n'est pas une chose qui arrive tous les 4 matins. Vous l'aurez constaté. Et vous en conviendrez avec moi. Alors, Tierno Alassane Sall, si vous me permettez, je vais vous donner 2 points saillants de son parcours. Vous comprendrez pourquoi il en est arrivé à la démission. Parce que beaucoup de Sénégalais n'ont pas peut-être lu le bouquin ou n'ont pas regardé de manière beaucoup plus pointue le parcours de Tierno Alassane Sall. Donc, ce qu'ils retiennent de lui, c'est le ministre qui a démissionné parce qu'il n'était pas d'accord avec Macky Sall sur le pétrole. Mais c'est plus profond que ça. Tierno Alassane Sall a eu une formation politique avant d'être technocrate à la SEGNA. Et il s'était pas encarté. Depuis sa jeunesse, il avait une carte, il était encarté dans un parti politique. Il a décidé de s'éloigner d'un parti politique et d'être technocrate dans ce qu'il fait. Il a décidé de s'encarter pour accompagner Macky Sall quand il était dans l'opposition. Parce qu'il voyait en lui le 4e président de la République du Sénégal, a souligné tout à l'heure, le 4e président de la République du Sénégal, qui n'a pas fait ses études à l'extérieur, à l'étranger. C'est le 4e président de la République qui a fait ses études au Sénégal, qui est issu d'une famille modeste, d'un milieu modeste, qui a vécu les mêmes problèmes que les Sénégalais lambda vivent aujourd'hui. Donc, comme nous tous, à un moment donné, on a eu espoir à cet homme-là. Donc, il a décidé de l'accompagner. Dès les premiers pas des premiers actes posés du premier gouvernement, il est arrivé, il a été nommé d'abord directeur d'une agence de l'État, la RTP, l'Agence de régulation des postes et télécommunications. Et de là, il pose un acte que les Sénégalais, tout Sénégalais, je crois, doit répéter partout pour que tout le monde l'entende. Son prédécesseur avait des émoluments à hauteur de 20 millions de francs CFA. L'ensemble des émoluments. Il arrive, il hallucine. Pardonnez-moi l'expression, il hallucine pas, mais vous comprendrez pourquoi j'utilise cette expression. Il va voir le président de la République dans son bureau. Il lui dit, c'est inadmissible. Moi, pour être directeur d'une société nationale, je n'ai pas besoin de tout cet argent-là pendant que des Sénégalais ne mangent pas à midi ou ne mangent pas le soir. Je vous propose, Monsieur le Président de la République, de prendre un décret, de diviser par 3 ces émoluments-là. Et ça a fait jurisprudence. Le Président de la République prend un décret pour tous les directeurs des sociétés nationales pour faire de même, des sociétés nationales, pardon, pour faire de même. Et donc, cet homme-là, dès le début de la mandature, en 2012, il fait ça. Au bout de 9 mois, le président de la République lui propose, 6 ou 9 mois, pardon, lui propose de devenir ministre dans un portefeuille ministériel important. Il dit au président de la République, je suis désolé, mais si vous me laissez dans le poste où je suis, j'ai entamé de belles choses que je pense qui vont instituer, qui vont changer l'institution. J'aimerais bien continuer. Le président de la République lui dit, j'ai davantage besoin de toi sur ce poste ministériel. Ben, il y va. Il va dans ce poste ministériel-là. Tout de suite, il pose des actes de nouveau. Je me rappelle, là, les marches qui ont été interdites le 5 sous prétexte du Covid, etc. Quand il était dans le gouvernement déjà, il défendait
ce droit constitutionnel, je me rappelle des activistes qui s'appellent Yanama. Ils disaient en tant que ministre du gouvernement qu'ils ont le droit de marcher, il faut les laisser faire. Et l'État voulait tordre ce marché-là. Donc tout ça, c'est des actes qu'ils ont posés. Alors, pour la démission, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est que l'appel d'offres pour la recherche d'hydrocarbures Kayar offshore profond, il était question de signer ce contrat-là avec Total suite à des appels d'offres. Et dans ces appels d'offres-là, quand il les a analysés, sur 5 candidats, Total arrivait 5e. Vous vous rendez compte? Il dit au président de la République, il y a quelque chose qui ne va pas. Total n'est pas l'offre la mieux disant pour la République sénégalaise. Parce qu'il y a un certain pourcentage qui va partir chez Total et que le peuple sénégalais continue de souffrir pendant qu'à Fongolémi, il n'y a pas d'hôpital, pendant qu'à Bakel, il n'y a pas d'école pour les enfants, pendant que pour aller dans le Fouta, il n'y a pas de route. Il n'est pas normal que Total puisse... Ce qu'on va faire, c'est qu'il faut qu'on renégocie ces contrats-là ou qu'on refasse un appel d'offres pour pouvoir le faire d'une manière équitable. Si Total revient, ben, on fera comme on fait. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Le président de la République n'a pas voulu l'entendre. Il dit au président de la République, je refuse de signer ce contrat-là. Le président de la République lui dit, ben, vous êtes ministre, vous pouvez pas refuser. Il lui dit, je peux refuser si ce qu'on m'impose de faire est moralement et juridiquement répréhensible et moralement répréhensible vis-à-vis des Sénégalais. Parce que demain, on me demandera des comptes. Donc cet homme-là, moi, je pense qu'il n'a plus rien à prouver. Ça, c'était pour répondre aux questions que vous m'avez posées sur le pourquoi de sa démission. Et il y a des détails sur lesquels je ne reviendrai pas ici, parce que c'est un homme d'État. Il y a des secrets d'État qu'il ne partage pas avec moi-même. Et donc, il y a d'autres choses qui font que c'est un agrégat de dysfonctionnement dans l'appareil étatique, dans la manière de donner les marchés publics aux entreprises investisseurs étrangers comme privés, sur laquelle il n'était pas d'accord. Donc voilà le but de sa démission. Et je ne continuerai pas dans les détails pour vous inciter à acheter le bouquin, parce qu'il y a des détails cruciaux là-dessus. Et donc, si vous ne l'avez pas acheté, je crois que c'est le moment d'aller le voir. Vous comprendrez pourquoi il a démissionné. Et vous y découvrirez des choses qui vont vous surprendre sur cette manière-là. Voilà sur Thierno Alassane Sall ce que je peux répondre. Si vous me permettez, je peux aussi répondre à la question que vous posez à mes deux camarades. J'ai entendu parler de données statistiques de l'État, etc. Mais je ne veux pas aussi monopoliser la parole. Si vous souhaitez qu'on passe à une autre question, j'y reviendrai. Non, il y a quand même quelque chose que j'aimerais vous poser encore à tous les trois avant de passer à la deuxième partie. Mais en fait, moi, j'ai un regard extérieur attentif, évidemment, mais il y a cette idée qu'on retrouve un peu dans certaines démocraties aujourd'hui, notamment en France, hein, pour ne pas citer ce pays où nous sommes tous actuellement, selon laquelle, quand on vote pour quelqu'un, on vote pour celui qui va finir par vous trahir d'une manière ou d'une autre. Vous avez raconté un petit peu comment Macky Sall était vu à un moment donné. On se rappelle à l'époque de Wade qui parlait de Sopi, hein, expression qu'il avait reprise à feu Ahmad Dansokho. Tous les hommes politiques, et c'est normal, aspirent à incarner le changement qui est naturel dans la vie démocratique d'un pays pour qu'il y ait alternance. N'y a-t-il pas, au-delà de ces aspirations naturelles que vous avez tous exprimées ici à la prise du pouvoir, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, des éléments qui, indépendamment de votre volonté, de votre sincérité, sont des obstacles à la réalisation des objectifs que vous êtes assignés en tant qu'homme politique, comme il y a eu des obstacles à la réalisation des aspirations du peuple sénégalais qui a voté pour Macky Sall hier et qui manifestement aujourd'hui en est extrêmement déçu, en dehors des qualités morales des hommes politiques. J'en viens à me poser la question parce que on sait, notamment à travers cette affaire de l'attribution du marché à Total, l'affaire dite Petrotim, qui implique le frère du président Macky Sall, on voit bien qu'il y a des choses qui se passent qui posent question. Donc, comment on fait pour garantir concrètement l'épanouissement économique du pays dans un pays où, justement, tout le monde est d'accord sur le constat, mais jusqu'à présent, sauf erreur de ma part, ou en tout cas à la marge, on n'a pas encore réussi à gagner cette indépendance économique. Doudou Sidibé, sur cette question, assez rapidement, s'il vous plaît. Tout d'abord, je voudrais peut-être dire un petit mot à l'endroit de
de M. Batili tout à l'heure, qui a parlé de son leader qui était attiré par Macky Sall parce que tout simplement, il a fait ses études au Sénégal, que c'est un produit pur du Sénégal. Je pense qu'à un moment donné également, il faut élargir l'assiette pour donner plus de possibilités à d'autres qui ont fait leurs études ailleurs et qui sont des Sénégalais aussi, hein, à part entière, notamment ceux de la diaspora, et j'en fais partie. Moi-même, j'ai fait mes études jusqu'à la licence avant de quitter le Sénégal. Donc, quand même, c'était quand même assez poussé. Et j'ai même travaillé en tant que journaliste avec Aliou Sall. Hein, on a travaillé ensemble, le frère du président. J'ai travaillé avec Yahya Mbaye, avec d'autres journalistes connus au Sénégal avant de venir ici. Donc, voilà, juste, c'est pas contre lui. Hein. Vous n'avez pas besoin de répondre, je Je ne comprends. le Mais disais par pas rapport dans ce sens. Hein. oui, oui. Je peux C'est par rapport repréciser à mon propos. Je peux repréciser non, mon propos plus. non. Monsieur Batili, c'est pas par rapport à vous. Je profite de ça pour répondre à une question que certains Sénégalais se posent des fois par rapport à la diaspora. Parce que quand il y a eu le coronavirus, les gens ont indexé les gens de la diaspora, d'accord? Voilà. Quand il y a Aboulo qui voulait être nommé quelque part, les gens disaient parce qu'il vient d'Allemagne, etc., etc. Non, il faut arrêter ça. Nous sommes tous des enfants du Sénégal, voilà. Et on a le droit de voyager et de revenir, de faire ce qu'on veut dans notre pays, voilà. Donc ça, il faut que ça soit clair pour tous les Sénégalais. Parce que j'entends ce discours régulièrement et ça divise les enfants du Sénégal. Voilà. Et je sais que les enfants du Sénégal, surtout de la diaspora, contribuent beaucoup au développement du Sénégal. Donc, ils ont le droit aussi d'avoir des aspirations politiques au plus haut niveau. Voilà. Donc, c'est pas un critère de dire que juste parce que quelqu'un parce que je l'entends dans les télés, dans les radios, que quelqu'un a fait toutes ses études au Sénégal, c'est un pur produit du Sénégal, donc il est bon. Non, c'est pas un critère de valeur. Et donc, du coup, j'ai un peu oublié votre question. Non, cette question est très importante. Elle est celle de savoir, vous savez, dans le jeu de l'alternance démocratique, il y a des pays, par exemple, qui sont des monarchies. Oui, ça me revient. Pourquoi ils promettent et ils ne le font pas? Parce qu'il y a des. Voilà. En fait, bon, il y a quelque chose d'objectif. Hein. Il faut dire la vérité. Les promesses électorales sont différentes de la réalité. Voilà. Parce que quand on est opposant, on n'a pas tous les moyens de l'État pour expertiser tous ces projets, hein, rassembler tous les moyens de ces projets, etc. Il y a quand même des déclarations d'intention. C'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on a la volonté de faire. Maintenant, quand on arrive au pouvoir, la réalité est autre. Voilà. Je vous donne juste 2 exemples. Macky Sall, quand il est arrivé au pouvoir, il s'est rendu compte que les caisses étaient vides. Voilà. Il est allé en Gambie et le lendemain ou le même jour, il a pris l'avion pour venir en France pour demander de l'argent pour payer les salaires. Sinon, les salaires ne seraient pas payés. D'accord? Ça, peut-être, avant d'être élu, il ne le savait pas. Parce que ça, il n'y a que le président qui pourrait le savoir avec son ministre. Sarkozy, qu'est-ce qu'il a dit? Le pouvoir d'achat. Voilà. En 2007, je vais augmenter le pouvoir d'achat. Hop, en 2008, il y a la crise qui vient des États-Unis, qui arrive. Il n'avait même plus le temps de s'occuper du pouvoir d'achat, mais il s'est plus occupé de renflouer les banques, les entreprises qui étaient en faillite pendant 5 ans, et puis il a été chassé du pouvoir par les électeurs. Voilà. Donc, il y a cet aspect-là qui est vraiment objectif et réaliste qu'il faut prendre en compte. Il y a autre chose également, que certains aussi, à dessein, promettent des choses qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas faire. Voilà. Parce qu'ils veulent juste accéder au pouvoir, qu'ils promettent des choses. Voilà. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils n'ont ni les compétences, ni les moyens. Il y a cet aspect-là. Voilà. Et d'autres qui manquent de volonté politique, se rendant compte que c'est mieux dans leur intérêt d'aller dans ce sens-là et de ne pas aller dans ce sens-là. Et le sens qu'ils auront choisi, peut-être, c'est l'intérêt général. Voilà. Mais ils préfèrent choisir une autre stratégie pour les intérêts d'un petit groupe. Il y a également autre chose. On a signé tellement de traités, on a signé tellement de contrats que finalement, on arrive au pouvoir avec les mains liées. Et parfois, on a été financé par des bailleurs occultes, hein, et après, qui vous demandent des contreparties. Et à un moment donné,
vous ne pouvez plus rien faire parce que vous avez les mains liées. Moi, je sais que Macky Sall, je ne sais pas au niveau des financements, mais sur le plan politique, quand il est venu ici en France, il a signé tellement de petits accords avec des gens qui ont 2 personnes, 3 personnes, juste pour avoir du monde. Et puis après, arrivé au pouvoir, il ne peut pas tenir sa promesse. C'est impossible de satisfaire tout le monde. C'est pas possible. Donc, il y a ces faits objectifs-là. Il y a également le manque de volonté politique pour pouvoir régler des problèmes simples, identifiés et où on a les moyens qui sont disponibles. Voilà. Donc, moi, c'est de cette façon-là que je pourrais analyser la situation. Peut-être que mes amis sur le plateau apporteraient peut-être des éléments des compléments de réponse. Mais voilà. Des fois, je me dis, ces gens ont fait les mêmes écoles que nous. Ces gens ont travaillé comme nous. Ils ont de l'expérience. Et ça, c'est évident. Pourquoi ils l'ont pas fait? Je comprends pas. Pourquoi ils l'ont pas fait? Pourquoi? Voilà. Tout de suite, on devient autiste. On n'entend plus quand on arrive au pouvoir. Tout de suite, on devient aveugle. Voilà. Tout de suite, parfois, on devient de mauvaise foi. On est de mauvaise foi. Je comprends pas. Pourquoi? Peut-être, comme on dit, le pouvoir corrompt. Peut-être c'est ce qui explique cela. C'est pour cette raison qu'il faut être lucide, avoir les pieds sur terre, être à côté du peuple et écouter son peuple et agir en conséquence. Voilà. J'ai une question pour Dr Segagay concernant Ousmane Sonko, qui aujourd'hui, on peut dire clairement, a su capter la colère du peuple sénégalais, puisque il va symboliser, on le voit hein, dans les images des manifestations qui nous viennent de Dakar et d'ailleurs, qu'il symbolise aujourd'hui l'espoir d'alternance, l'espoir d'une vie meilleure au Sénégal, d'une démocratie qui retrouve ses lettres de noblesse et d'une économie qui pourra profiter au plus grand nombre. Il y a quand même une question que je me pose sur cette personne qui est présentée comme une personne intègre, c'est la situation dans laquelle il est aujourd'hui en raison des accusations et pour lesquelles je tiens à préciser qu'il bénéficie bien évidemment du principe de la présomption d'innocence, donc il est innocent aux yeux de la loi, mais je me pose quand même la question de savoir comment il a pu en arriver là. Indépendamment de son cas, vu ce qu'il représente en termes d'opposition dans un pays où il y a une dérive autoritaire du pouvoir, c'est pas quelque part finalement un aveu de faiblesse de sa part que de se retrouver piégé dans cette affaire sordide, dont encore une fois, je précise qu'il est considéré comme innocent aux yeux de la loi. Oui, bon, je pense que ça, pour répondre à cette question, il faut que je revienne un tout petit peu sur le parcours et que je vais un tout petit peu faire une comparaison avec le parcours de Macky Sall et ça rejoint, je pense, l'autre question. C'est-à-dire qu'il faut d'abord analyser déjà le parcours de l'homme politique pour voir si, parce qu'avec Macky Sall, son parcours, c'est un politicien hein, qui a on l'a vu avec Wade, avec les agissements qu'il avait avec Idrissa Seck. Aujourd'hui, ils se sont retrouvés. Mais avant, c'était des ennemis. On a comment dirais-je, les discours, cette situation conflictuelle de querelle entre eux. Hein, donc, Macky Sall qui, au lendemain des présidentielles, qui déclarait avoir un patrimoine, pour sa déclaration de patrimoine, à peu près de plus de 8 milliards, à peu près. Il est même plus riche que le président Sarkozy. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, alors que il était fonctionnaire, ensuite il a suivi un parcours en étant dans l'administration de Wade et tout. Et voilà, il déclare avoir des maisons, 8 milliards, donc voilà. Donc ça, ce qui fait que c'était, en plus de ça, il disait qu'il allait réduire l'opposition à sa plus simple expression. Donc là, on se dit vite que si on analyse le parcours de l'homme et son discours, alors que même alors qu'on n'avait pas fait comment dirais-je, il n'y avait pas cette situation-là. Donc, je pense que on devait être un tout petit peu inquiet par rapport
à ces dérives-là. Et en dehors, pour revenir sur Ousmane Sonko, bon, je pense que le fait qu'il a eu, disons, qu'il a eu le crédit, disons, de la jeunesse, hein, qu'il a eu à convaincre, en tout cas une bonne partie de la jeunesse, pour ne pas dire toute la jeunesse, et que cette jeunesse-là se reconnaît en lui par rapport aux idéaux qu'il incarne. Et je pense que ça aussi, c'est dû quand même à son parcours avec un inspecteur intègre qui a été radié de la fonction publique. Et en plus de ça, au lendemain donc de ça, il dit que donc j'ai eu à inspecter les entreprises les plus importantes du pays. Donc, si une seule personne pense que j'ai eu à, comment dirais-je, à voler un seul sou, donc qu'il vienne, qu'on m'emprisonne à vie. Donc voilà, je pense que il incarne des valeurs éthiques et que aussi c'est non seulement il l'incarne, mais il l'a pratiqué aussi dans son administration quand il était le responsable du syndicat des inspecteurs des impôts et domaines. Il l'a pratiqué, on l'a vu, par ses positions aussi par rapport aux positions qu'il avait avec le gouvernement d'Ouad. Et par rapport à ça, on le reconnaît aussi avec son discours, qui est un discours quand même de rupture lorsqu'il incarne des notions de souveraineté. Parce que lorsqu'il incarne, c'est pas un discours de rupture qui va dire aux étrangers, bon, allez, une fois au pouvoir, tous les étrangers vont dégager, excusez-moi du terme. Mais non, on est dans un partenariat de gagnant-gagnant. Donc, au lieu de brader les ressources et de se dire que ben, ce sont les entreprises, les grosses pointures qui vont venir s'attaquer la part du lion et que ben, finalement, ces ressources ne profitent pas aux populations, ce qu'il incarne, c'est que c'est qu'on puisse, par exemple, ouvrir un capital, que ces investisseurs-là, lorsqu'ils viennent au Sénégal, qu'ils puissent ouvrir un capital aux entreprises locales et que ces entreprises locales-là puissent, par exemple, bénéficier de pourquoi 30 à 50% de leur capital. Et là, on est dans un rapport, dans une relation de gagnant-gagnant. Et comme ben, il y a certains pays qui l'ont fait, qui l'ont expérimenté, comme Ghana. Donc, ce qui fait que si une entreprise vient, ben, il ne va pas venir prendre toutes les ressources et nous laisser que des miettes. Donc, ce qui fait que je pense que c'est ce discours-là qui a fait qu'une bonne frange de la population se reconnaît, et un discours aussi construit sur des valeurs d'éthique, de patriotisme, de travail. Et on le voit aussi avec les actes qu'il a eu à poser lorsqu'on a fait un appel pour lorsqu'il y avait une pénurie, lorsqu'il y avait un manque de sang dans les hôpitaux, mais on a fait appel à la jeunesse. Il était l'un des premiers à faire appel à un don, hein, pour effectivement, disons, pallier donc à ce manque-là. Donc, quand il s'agit aussi d'occuper la jeunesse pour leur demander d'aller, comment dirais-je, d'expérimenter ce qu'on peut appeler, comment dirais-je, les VAP, hein, les vacances pour occuper la jeunesse, hein, de développer un tout petit peu l'agriculture. Donc, il a été aussi l'un des premiers à se lancer avec aussi des résultats plus ou moins satisfaisants. Quand il y avait aussi le problème de la, comment dirais-je, des inondations, il était aussi l'un des premiers, avec d'autres personnalités aussi, hein, à inviter la jeunesse à aider la population, hein, qui était sous l'eau, ou bien une tranche de la population qui était sous l'eau. Donc, tous ces appels-là donc font que, ben, quand même,
il avait quand même la sympathie pour cette jeunesse, pour la population, ce qui fait que il joint l'acte à la parole. Et je pense que ce qui a fait que il a quand même eu à poser des actes qui font que il ne pouvait qu'avoir que nouer donc une relation de confiance entre lui et la population. Bon, et cela, ce que vous dites là concernant cette histoire de soi-disant viol, c'est même pas un piège parce que c'est un complot qui a été fomenté de toutes pièces et que je pense que de manière qui a été mal ficelé d'ailleurs, ce complot a été mal et qui a foiré et que maintenant on se retrouve avec cette situation-là. Donc, je pense que voilà, c'est cet homme, Ousmane Sonko, qui aussi, du point de vue aussi intellectuel, il a des qualités avec le livre qu'il a écrit, son premier livre, Pétrole et gaz, chronique d'une spoliation, donc pour alerter sur les ressources. Et un autre livre aussi, bon, le premier livre c'était un autre livre sur la solution, donc voilà, intitulé Solution, donc voilà. Pour le moment. Et je pense que tous ces deux livres-là, ce sont des livres qui s'intéressent, disons, aux politiques économiques, sociales du Sénégal, aux véritables questions que se posent donc les Sénégalais. Donc, ce qui veut, il a vraiment une sympathie pour cette population-là. Bon, alors si je comprends bien, pour vous, c'est un complot, vous avez le droit de le penser. Moi, ma question, et je suis désolé, bon, vous avez fait état des qualités d'Ousmane Sonko, c'est des qualités qui lui sont reconnues. Je me suis entretenu avec beaucoup de Sénégalais pour préparer cet entretien, mais est-ce que vous ne pensez pas que ça dit pas quelque part une faiblesse de son dispositif, des gens qui l'entourent, dès lors que, et je vous demanderai vraiment d'être rapide, dès lors que, à partir du moment où il incarne une aspiration au changement, il doit se montrer vigilant quant à ce qu'on peut exploiter de sa vie privée ou de sa vie tout court, qui viendrait justement ternir son image. Bon, c'est-à-dire que là, chacun peut avoir son opinion là-dessus, hein, mais je pense que, supposons des gens, des gens qui sont mal intentionnés, ils peuvent même venir chez vous ou bien envoyer un kinésithérapeute, vous mettre en contact, même s'il faisait ses soins chez lui, on pouvait effectivement avec des combines, hein, dire que voilà, voilà, donc ce qui fait que il ne pouvait pas échapper à cette épreuve. C'est ça. Même si, par exemple, il était dans un centre de soins hospitalier, on pouvait aussi, là où il est, donc fomenter donc ce coup-là. Donc je pense que c'est quelque chose qui a été fomenté de toutes pièces, ce complot-là. Et il y a certains qui disent oui, il fallait pas qu'il aille dans ce salon. Moi, je n'entre pas dans ces considérations-là. C'est un salon qui a été agréé et tout. Et que je pense que comme tout citoyen, il a le droit effectivement de se faire masser avec. Donc voilà. Après, le problème, c'est que ça a pris des ampleurs. Si on sait, effectivement, on sait que de plus en plus, comment dirais-je, tout le monde sait que c'est un et tous les pièces donc actuellement, même le gendarme, le colonel qui a eu à faire l'enquête lui-même, il a démissionné. Non seulement il appelle aussi à ce que le procureur à ce qu'on puisse, comment dirais-je, radier le procureur, que le procureur doit démissionner, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, donc voilà. Donc, ce qui fait qu'on sent quelque chose qui a été monté de toutes pièces. Donc là, je pense qu'on n'a pas à hésiter sur ça, quoi. D'accord. Alors, juste pour effectivement sur cette histoire du gendarme qui a démissionné, alors il semblerait, je l'ai vu tout à l'heure en préparant ce débat, que la gendarmerie nationale ait fait un communiqué pour dire qu'en fait il n'avait pas démissionné mais qu'il avait fait un abandon de poste. Bon, on peut comprendre aussi que c'est une posture qui n'est pas forcément indépendante. J'aimerais maintenant, si vous permettez, qu'on passe à une question, et il nous reste très peu de temps, parce que c'est une question qui vient de façon récurrente. Aujourd'hui, on le voit à travers les débats qu'il y a eu notamment sur le franc CFA, du rôle de la France en Afrique de l'Ouest.
Certains ont une tendance à rejeter toute la responsabilité de ce qui se passe dans les pays francophones, d'Afrique francophone, anciennement colonisés par la France, donc comme étant la source de tous les maux. Quel rôle a la France encore aujourd'hui au Sénégal? Est-ce que la France est finalement la seule responsable de la situation du Sénégal aujourd'hui? On va commencer par Monsieur Bathily. Merci Bon, Monsieur- s'il vous plaît, avant une petite précision. Bon, entre Oui. ce que dit la gendarmerie et ce que dit monsieur le colonel Touré, moi, je suis plus un penchant vers ce que dit le colonel, ce qu'il a écrit, jusqu'à preuve du contraire. Après que la gendarmerie dise que bah, il n'a pas démissionné, là, en tout cas, je crois plus à ce que monsieur Touré a dit, jusqu'à ce que je puisse effectivement avoir des sources sûres. Merci. Très bien. Merci. Monsieur Alors, Bathily, s'il vous plaît. Merci. avant de répondre à la question, moi, je voulais juste repréciser deux choses. Une à l'endroit de Monsieur Sidibé et une autre à l'endroit de Monsieur Gueye. Pour repréciser mes propos de tout à l'heure par rapport au parcours de Monsieur Sall, le président de la République, Macky Sall, quand on dit que parce qu'il a fait ses études au Sénégal, c'est un peu pur produit de l'école sénégalaise, etc., il est arrivé et que les gens avaient espoir en lui, c'était pas pour stigmatiser ceux qui n'ont pas un parcours purement sénégalais. Moi, je suis un produit de l'école primaire, de l'école maternelle, primaire et secondaire sénégalaise, mais je suis également un produit de l'université française. Donc, je le réclame haut et fort. Je suis français et sénégalais. Mes enfants sont des Français, ils sont nés ici, et je ne vois aucun Sénégalais qui représente plus que moi ou qui a plus droit de citer que moi au Sénégal. Que vous-même, M. Sidibé, qui vivez ici, qui travaillez ici et qui payez vos impôts ici. Donc, vous êtes Sénégalais à part entière. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Je l'entends de plus en plus, ce discours est assez ambiant dans la société sénégalaise, qui, pas tout le monde, mais certains, même des élites, des fois, à la télévision, dans des débats, à la radio, dans des débats, qui stigmatisent ceux qui ne vivent pas au Sénégal. Alors, il ne faut pas oublier que la diaspora sénégalaise est le premier bailleur de fonds du pays, avec plus de 1000 milliards par an que la diaspora sénégalaise met dans l'économie sénégalaise. Et donc, le Sénégal ne pourra pas se faire dans la diaspora. C'est incontournable. Je ne le dis pas parce que je vis ici, mais même si je vivais au Sénégal, intellectuellement honnête, il faut le voir et c'est ainsi, c'est comme ça. Alors ça, c'était la parenthèse sur laquelle je voulais revenir. Pour M. Gueye, sur la question de Ousmane Sonko, de son entourage, c'est un piège ou c'est pas un piège, nous, en tout cas, à la République des valeurs, je l'ai dit dans le début de mon propos, j'ai fait exprès de le repréciser, nous n'avons pas d'adversaire dans l'opposition. Notre adversaire principal, c'est Macky Sall. Comment faire pour qu'il puisse arriver à la fin de son mandat et nous laisser la gestion de ce pays. Mais nous sommes dans la posture où nous ne commentons pas les procédures judiciaires. C'est une procédure judiciaire qui est ouverte. Elle est là, elle est ce qu'elle est. On ne va pas la commenter. Ce que Ousmane Sonko a fait ou pas, ce n'est pas à nous de le déterminer. Même si la justice est ce qu'elle est, je l'ai dit dans le début de vos propos, ce n'est pas une justice à laquelle les Sénégalais font totalement confiance. Donc, on laissera la justice aller jusqu'au bout du processus et on verra ce qui en découlera. Ça, c'était les deux trucs. Alors, pour répondre à la question de je dirais pas de l'ingérence, de l'influence sur l'économie sénégalaise de la France. Ben, heureusement ou malheureusement, on ne peut pas le nier et c'est ainsi. Le Sénégal est historiquement lié à la France. Nous avons des liens séculaires. Le Sénégal a été colonisé par la France. Après la colonisation est arrivé les indépendances. Après les indépendances, la France n'a jamais eu autant de mainmise sur le Sénégal sur le plan culturel, sur le plan militaire, sur le plan économique, après les indépendances. Alors, maintenant, on est en 2021. Il y a ce qu'on appelle la mondialisation, que tout le monde ici est censé savoir. Je ne vais pas donner la définition de ce que c'est. Nous ne pouvons pas vivre dans un monde fermé. Le monde est un village planétaire. Alors, la France est un partenaire économique majeur du Sénégal. Et donc, il faut que le Sénégal aussi puisse se retrouver dans ce partenariat-là. Et il faut qu'on soit dans un partenariat d'égal à égal, dans un partenariat où tout le monde s'y retrouve. Économiquement, tout le monde s'y retrouve. Culturellement, tout le monde s'y retrouve. Sur le plan militaire, sur le plan sportif, sur le plan éducatif, etc., etc. Mais d'après ce qu'on perçoit aujourd'hui, sur ce partenariat-là, le Sénégal semble, en tout cas de ce qu'on voit, ne pas être gagnant pour le moment. Et nous, on le sait, on l'a identifié le problème, on a posé le doigt sur le problème. Mais
notre discours n'est pas un discours, parce que, pardonnez-moi, mais moi, je ne veux pas être un Marine Le Pen noir. Pardon de dire la couleur de peau. Je ne veux pas être un nationaliste. Et parce que l'autre disait, je préfère être patriote que nationaliste. Et donc, moi, je suis patriote, mais pour l'indépendance économique du Sénégal, pour la souveraineté économique du Sénégal, pour la souveraineté culturelle. Et pour cela, il faut qu'on revoie effectivement certains accords avec nos partenaires, notamment la France, qui, il ne faut pas le nier, a une influence au Sénégal. On l'a vu, personne ne peut le nier. On ne peut pas dire qu'au Sénégal aujourd'hui, et en Afrique de l'Ouest en particulier, dans le G5 Sahel, il n'y a pas un sentiment anti-français. On ne peut pas le dire. Parce que pour régler le problème, il faut les nommer. Il y a un sentiment anti-français. On l'a vu. Moi, je n'ai pas vu ici en France des activistes qui se sont réunis et qui appellent leur groupe Frappe Sénégal dégage. Je ne l'ai pas vu ici en France. Mais ça existe au Sénégal. Il y a des activistes, il y a un mouvement qui s'appelle France dégage. Ça veut dire quelque chose. Ça aussi, il faut l'entendre. On l'entend. Ils ne disent pas France dégage parce qu'ils n'aiment pas la couleur de la peau des individus français. Ils ne disent pas France dégage parce qu'ils n'aiment pas géographiquement la France. Mais c'est parce qu'ils ont le sentiment que tous les maux que la jeunesse vit aujourd'hui est dû à l'élite sénégalaise qui a failli et a failli parce qu'il y a l'influence de la France derrière. C'est comme ça qu'on le présente la chose, ce qui est totalement erroné. En tout cas, nous, quand on va arriver aux responsabilités, et c'est ce qu'on compte faire, on l'entend aussi sur le franc CFA. Ben, tout le monde dit, il faut que le franc CFA, on n'en a plus besoin, il faut qu'on l'arrête tout de suite, etc. Indépendance monétaire, souveraineté monétaire. Oui, c'est vrai, souveraineté monétaire. Mais attention au sevrage brutal. Il faut mettre en place un processus intelligent, ça je le laisserai aux financiers, c'est pas mon domaine de compétence. Il faut un calendrier intelligent pour sortir définitivement de cette garantie de notre monnaie par la France. Et sur les ressources naturelles, effectivement, le Sénégal a des découvertes énormes et si on l'exploite comme il se doit, d'ici quelques années, on sera à la limite, à hauteur de ce que produit aujourd'hui l'Arabie Saoudite, qui est deuxième producteur mondial de pétrole d'ici quelques années. Si on l'exploite comme il se doit. Mais avons-nous les moyens en ressources humaines, les moyens en termes de technicité, les moyens en termes de technologie pour le faire. Mais non, nous ne l'avons pas. D'où les appels d'offres que le Sénégal a lancés pour pouvoir attirer ceux qui avaient les moyens là. On connaît le monde pétrolier, hein. Ils ne sont pas 10, ils ne sont pas 20. C'est les 5, hein. C'est BP, c'est Total, etc. C'est ces trucs-là, je ne les citerai pas tous, parce que je ferai de la publicité en plus. Et donc, quand ils vont venir pour le faire, ce qui s'est passé avec Total, il faut toujours revenir à ce que je disais dans le début de mon propos, que ce partenariat d'égal à égal, que le peuple sénégalais puisse s'y retrouver, c'est un petit pays, le Sénégal. La France, on est 70 millions, mais le Sénégal, on est à peine 16 millions 500. Donc, c'est un pays qui n'est pas ultra difficile à développer. C'est un pays qui n'est pas ultra difficile. Il faut des politiques d'urbanisation du pays, parce que le pays est en train de macrocéphalie. Vous vous rendez compte, on est 16 millions, à Dakar, il y a presque 4 millions 500 de personnes qui y vivent. Donc le pays a un petit corps et une grosse tête. Et donc tout ça, pour récupérer les retombées de ces ressources pétrolières qui peuvent faire du Sénégal, qui peuvent donner au Sénégal un décollement économique sans précédent, peuvent aboutir à cela. Mais moi, je ne veux pas indexer la France exclusivement, qui est le problème des maux de la France. C'est d'abord nous qui sommes responsables des maux qui nous arrivent, parce que je viens de dire dans le précédent de mon propos, et ensuite, on cherchera les responsabilités ailleurs. Voilà ma position sur l'influence de la France sur l'économie sénégalaise. Monsieur Segagay, sur le rôle de la France et son influence dans l'économie sénégalaise, vous partagez le point de vue de Monsieur Bathily ou vous voyez les choses autrement? On entend souvent Ousmane Sonko se poser en leader d'une nouvelle forme d'indépendance économique. Oui, moi je pense que là, ça pose le problème déjà de la responsabilité éthique des politiques et aussi du modèle de développement que nous voulons nous-mêmes. Est-ce qu'on veut un modèle de développement qui est basé sur un prêt-à-porter qui nous sera dicté par des institutions, par des politiques extérieures, ou bien on veut un modèle de développement endogène basé sur nos propres réalités. Quand je parle de responsabilité éthique de nos dirigeants, c'est parce que je pense qu'un dirigeant est quelqu'un qui doit être conscient de sa situation sociale, économique, et à qui cette conscience dicte un sentiment de responsabilité. Donc, s'il n'y a pas cette responsabilité éthique,
Non, c'est sûr que ben, on confond effectivement l'argent du contribuable avec son propre argent. On confond les ressources du pays avec ses propres ressources. Donc, ce qui fait que ça nous éviterait euh, de, de brader l'économie pour donner ça à quelques décideurs tapis dans l'ombre. Donc, je pense qu'il y a cette responsabilité éthique-là pour ceux qui nous dirigent. Il faut bien choisir les dirigeants avec des hommes valeureux. Et je pense que M. Bakeli a bien fait d'évoquer le parcours de M. Kernon Al-Samsal. Je pense que si on a des hommes de cette trempe, des Ousmane Sonko et tout, qui on leur connaît par leur parcours, par leur éthique, et qu'on sait que ces gens-là, bah, ils sont là que pour l'intérêt global du pays. Donc là, il faut bien choisir l'homme qu'il faut déjà à la place qu'il faut par rapport à cette responsabilité éthique. Et deuxième chose aussi, lorsque je parle de dire que ben, l'intérêt de la France, mais moi je me dis que mais, il faut quand même une préférence nationale. Mais ici en France, vous venez ici, mais lorsque la France décide de sa politique intérieure, mais il n'a pas à se soucier, à se dire que oui, le président Macky Sall peut-être va se fâcher si on prend telle décision. Lorsque la France a eu à prendre des décisions sur sa politique d'immigration, il ne va pas se dire, ben non, oui, le président de Mali, non. Ceux qui sont dans l'Assemblée française, ils sont autonomes par rapport aux politiques qu'ils envisagent de faire pour la France. Ça doit être pareil aussi en Afrique. Il faut qu'on est dans un rapport d'égal à égal. Et parce que je pense que c'est comme si, par exemple, là-bas, on se disait que ben, la monnaie, la France n'a plus le franc français, ce n'est plus donc sa monnaie qui, bon, c'est l'euro. C'est comme si on disait que ben c'est le Sénégal qui est garant de la monnaie française, par exemple. Mais il n'y a aucun Français qui accepterait ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pareil. Donc, je pense que il faut qu'on soit conscient, parce que ce qu'on réclame, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel, c'est dans l'ordre des choses. C'est tout à fait logique, c'est élémentaire. Et je pense que pour un pays qui se dit autonome, qui se dit souverain, et je pense que le minimum, c'est qu'il puisse effectivement garantir lui-même sa propre monnaie et qu'il puisse décider de sa politique économique hein, sans qu'il y ait de l'influence. Donc, ben, moi, je pense que ce sont des choses-là qu'on doit mettre sur la table et qu'on puisse en parler. C'est pourquoi notre leader, d'ailleurs, Ousmane Sonko, quand il, dans notre programme, quand on écrivait noir sur blanc, de dire à la France comment dirais-je, de sortir de la décision, tout simplement, hein, de la politique monétaire, ben, il y a certains qui disent oui, mais ça c'est scandaleux, il faut pas le dire tout de suite, parce que si vous le dites, mais non, parce qu'on n'a pas, lorsque ici, des politiciens, disons, écrivent leur programme économique pour la France, mais ils n'ont pas à se soucier en se disant que oui, si je le dis, il y a un Africain là-bas qui va se fâcher, mais non. Donc, nous, on est aussi dans cette dynamique de dire en toute autonomie, en toute franchise, ce que nous comptons faire et qu'on puisse avoir la population derrière nous, qu'elle puisse nous soutenir par rapport à cette politique-là. Donc, ce qui fait que le jour J, lorsque nous serons au pouvoir, au moins qu'il n'y ait pas de déception, qu'on va leur dire, ben, c'est ce que nous disons, il n'y a pas, on n'est pas là dans une politique, on est en toute franchise, c'est les promesses donc qu'on vous avait dit, et on pense que vous nous avez élus sur cette base-là, donc on va dérouler ce programme. Je pense que ça éviterait donc ce qui se passe quoi, donc avec Macky Sall où il commence un programme, il laisse ensuite il prend un autre, donc voilà là c'est ce que je voulais dire pour ça. Merci. Merci pour votre réponse. Alors, on va terminer. Je vais donner la parole à Doudou Sidibé, qui est président du DEFCO, je le rappelle,
et qui a vocation lui aussi à prendre ou arriver au pouvoir au Sénégal. Alors, j'ai bien compris que vous vouliez pas dévoiler tous vos secrets de fabrication, mais en tant que fin négociateur, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez au pouvoir pour assurer une plus grande indépendance économique au Sénégal? En fait, il y a ce que Senghor a théorisé à un moment donné, c'est l'enracinement et l'ouverture. C'est vrai que c'est bien d'être soi-même, d'être sénégalais, un style sénégalais, mais il faut s'ouvrir au monde. Quelqu'un l'a dit ici, on est dans un village planétaire, on a besoin des investissements étrangers, hein, directs étrangers. Donc, pour développer le pays, les capitaux, Abdoulaye Wade l'a toujours dit, on a une main-d'œuvre, on a des ressources, on a un beau pays, mais on n'a pas de capitaux. Et les capitaux viennent d'ailleurs. Et sur ce point-là, bon, moi je vais vous dire juste, pour revenir sur le fait qu'il y a un problème de négociation, euh, un jour j'ai demandé à un ministre sénégalais combien à quel taux vous empruntez l'argent en fait. Il m'a dit 8%, 6 à 8%. J'ai dit c'est énorme. Je vous vois ouvrir les yeux parce que vous-même vous pensez que c'est énorme. Parce que la France n'emprunte pas à ce taux-là. La Grèce qui a fait faillite n'empruntait pas à ce taux-là. Donc le Sénégal qui est un pays stable, hein, avant les émeutes bien sûr, qui avait une excellente image, une démocratie qui est encore un exemple. Moi, je ne parle pas au passé, parce que je rappelle à ce propos que mon premier livre, publié en 2006, c'est sur la démocratie. Ça s'appelle Démocratie et alternance politique au Sénégal. Donc, je crois en la démocratie. Voilà. Et le Sénégal, moi, je dirais toujours que c'est une démocratie à parfaire parce que la démocratie, c'est comme une asymptote, c'est un idéal qu'on ne peut pas atteindre. Voilà. Mais le Sénégal a parcouru quand même un chemin important. Donc, de ce point de vue-là, le Sénégal a un pouvoir de négociation parce que les bailleurs qui prêtent de l'argent, qu'est-ce qu'ils veulent tout simplement? Ils veulent être remboursés. Et le Sénégal est solvable. Le Sénégal rembourse régulièrement. Donc, si le Sénégal sait négocier, le Sénégal va s'en sortir. C'est pareil pour la France, c'est pareil pour d'autres pays. Quand le Sénégal va négocier, il doit identifier ses forces et ses faiblesses. Et certes, il y a une asymétrie du pouvoir dans une négociation, bien sûr, et cette asymétrie du pouvoir impacte dans la négociation. Mais il y a quand même des stratégies pour pouvoir renverser le pouvoir de négociation. Et à ce propos, le Dalai Lama dit, si vous pensez que vous êtes tellement petit que vous ne pouvez rien faire, dormez avec un moustique. Ouais. Donc, ce qui veut dire que même si on est petit, quand même, on a un pouvoir. Il faut savoir jouer sur ce levier de négociation-là. Voilà. Donc, mais évoquer des raisons nationalistes, je veux dire, ou de souveraineté, pour moi, c'est mineur par rapport aux vrais problèmes. Voilà. Parce que on ne peut plus s'enfermer. On est déjà sur la place mondiale. Maintenant, il faut gérer ses intérêts. Et vous savez, il y a un anthropologue que mon ami Sega probablement connaît en tant que sociologue, qui s'appelle Marcel Mauss, hein, qui a écrit l'essai sur le don et le contre-don. Oui. Donc, il sait très bien que quand on te fait un don, hein, ça a une valeur agonistique, c'est-à-dire une valeur de combat. C'est un défi. On te donne pour te défier. Et il faut rendre l'équivalent. Si vous ne rendez pas l'équivalent, vous êtes sujet de celui qui vous a donné. Donc, et si par le biais de la métaphore, on l'utilise dans les relations internationales, nos États, dans la constitution de leur budget, il y a une partie qui s'appelle coopération. Il y a les impôts, hein, voilà, des sociétés, les impôts sur le revenu, mais la douane également, mais il y a une partie coopération. C'est-à-dire que les États s'attendent à recevoir beaucoup d'aide. Mais si vous recevez de l'aide, hein, ben, il faut donner autre chose, bien sûr. Hein. Il faut donner autre chose pendant les négociations pour les ressources naturelles.
mais vous vous souviendrez que vous avez reçu de l'aide de la France, des États-Unis, du Canada, et il faut rendre l'appareil. Voilà. Et une fois, quand on vous donne par exemple un hôpital, et on écrit, on appose une plaque où c'est écrit cet hôpital est le don des États-Unis. D'accord? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, comme chez Marcel Mauss, celui qui vous a donné un objet a laissé ses empreintes. D'accord? Et chaque fois que vous regardez l'objet, chaque fois que vous utilisez l'objet, vous pensez à son pouvoir qu'il exerce sur vous. D'accord? De telle sorte que vous vous sentez dominé. De la même façon, l'hôpital, quand vous regardez l'hôpital, vous voyez la plaque, vous allez négocier. En tout cas, vous n'avez pas intérêt à regarder l'hôpital avant d'aller négocier. Voilà, parce que ça rappelle le pouvoir de cette puissance-là et vous allez finir par lâcher du lest parce que sinon, vous allez vous dire, je ne vais plus avoir un don équivalent à cet hôpital ou autre chose. Donc, tout ce que je veux dire, c'est minimiser les aides qu'on nous donne. Hein. Ce sont des aides élastiques, d'accord, qu'on vous donne d'une main et qu'on reprend d'une autre. D'accord? Si vous les minimisez, vous aurez un pouvoir de négociation à peu près, pas équivalent, mais en tout cas croissant, qui vous permettrait de dire non quand vous n'avez pas envie de beaucoup céder et en tout cas de négocier votre intérêt. Je pense que moi, ça se passe à ce niveau-là. Hein. Si nos États comprennent qu'il faut négocier, serrer ses intérêts, il ne faut pas les brader. Il ne faut pas brader ces ressources parce que ces États ont besoin de ces ressources. Une fois qu'on identifie, qu'on sait que ces États ont un besoin quelconque, c'est là où il faut jouer sur ces besoins. Voilà. Parce que quand on a besoin de quelque chose, on est capable de faire des efforts équivalents pour l'acquérir. Voilà. Donc, moi, le débat sur le nationalisme, pour moi, c'est un débat nauséabond. Moi, je ne rentre pas dans ce débat-là. Et je ne souhaite pas que le Sénégal aussi aille dans ce sens-là, parce que le Sénégal, déjà, souvenez-vous, le deuxième nom des lions, c'est quoi? Les lions de la Teranga. L'hospitalité, l'ouverture. Ça, c'est l'ADN du Sénégal. Voilà. Et c'est ce que tout pays cherche aujourd'hui. Voilà, à attirer des touristes, des investisseurs. Maintenant, dans ce jeu qu'on fait pour attirer les touristes et les investisseurs, il faut aussi préserver ses intérêts. Et c'est là où je pense que Sénégal a bien dit, il faut que les gens également comprennent ce que M. Ousmane Sonko veut dire, ne pas déformer ses propos. Moi, en tout cas, moi, ce que je comprends, son message, c'est que, et il a dit au moment explicitement, nous allons renégocier tous les contrats. Voilà. Ce qui veut dire, c'est que il présume que les autorités sénégalaises n'ont pas bien négocié. Mais en aucun moment, en tout cas de ce que j'ai compris, je le répète encore une fois, il n'a jamais dit que les étrangers dehors, on ne veut pas ceci, on va s'enfermer, la souveraineté intégrale, non, non, non. C'est de ce que je comprends, Sénégal va le confirmer, voilà, mais il faut renégocier de telle sorte que qu'on puisse préserver nos intérêts. C'est ce que je dis, c'est ce que M. Alassane Sall dit en refusant ce contrat-là, de signer ce contrat avec Total, et j'en profite pour le féliciter, c'est un haut acte de patriotisme. Voilà. Et toute personne qui occuperait des responsabilités dans le futur devrait l'imiter. Voilà. Merci à vous trois. Transmettrai. S'il vous plaît, si je peux un tout petit peu pour préciser. Hein, rapidement, s'il vous plaît, parce que ça commence à être long. Ouais, parce que bon, lorsque je parle aussi de souveraineté économique aussi, bon, je pense que on recuse pas le fait de s'ouvrir, mais notre principe c'est de s'ouvrir sans se trahir, s'ouvrir sans trahir nos idéaux. Donc même cette approche du don, effectivement, bon, avec Marcel Mauss et tout, d'accord, bon, notre slogan c'est le don de soi pour la patrie. Mais il faudrait-il que ce don ne soit pas un don qui est un cadeau empoisonné, donc qui constitue dans une relation mercantile où je vous donne un don en contrepartie, voilà. Donc, mais
ce don-là soit un don tout court et qu'en contrepartie, c'est à nous, effectivement, en toute autonomie, en toute légitimité, de voir effectivement ce qu'on peut faire par rapport aux relations que nous entretenons avec l'extérieur. En tout cas, merci. Et puis, bon, je pense que vous avez aussi bien compris, M. Sidibé. On a bien compris, je pense que c'est voilà, clair. merci. Mais écoutez, messieurs, merci beaucoup de vous être rendus disponibles, pour certains dans des circonstances plus rapides que d'autres. Merci pour la qualité de cet échange qui, je l'espère pour le Sénégal comme pour tous ceux qui nous écouteront, ouvre des perspectives apaisées, un avenir plus serein pour le Sénégal, qui connaîtra un développement économique qui profitera à tous et qui continuera à être un phare dans ce continent que nous aimons tous, qui est l'Afrique. Je vous souhaite donc une excellente fin de soirée. Je vous recontacterai un à un pour d'autres événements. Et je remercie tous ceux qui ont eu la patience de nous écouter jusqu'au bout. Mais je suis sûr qu'ils sont nombreux parce que c'était vraiment très passionnant. Merci à vous. Merci, messieurs, et bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Au revoir.